Bonjour à tous. Le thème, c'est comment faire de votre rénovation énergétique une réussite. Et c'est vrai que le premier sujet qui est sensible, c'est la chaufferie. Alors, tout d'abord, un petit mot sur l'entreprise Fulgoni, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Nous existons depuis 1964. Nous sommes une société familiale. Nous n'appartenons pas à aucun groupe. Donc, notre but est de la proximité avec nos clients, c'est d'être proche d'eux parce que le relationnel en matière de chaufferie est particulièrement important. Vos besoins peuvent changer puisque les saisons et les températures changent, donc vous avez besoin d'un contact. Donc, nous travaillons essentiellement dans le milieu de la copropriété. Et nous avons quelques clients également dans le milieu hospitalier, le tertiaire et les administrations. Voilà pour ce qui concerne Fulgoni. On est donc en région parisienne et c'est 50 personnes dédiées au chauffage, à la climatisation et à la ventilation. On va commencer peut-être par un quiz, puisque c'est d'actualité. Voilà, je suis à côté de toi. On va poser cette question ensemble, Giovanni. Donc, il y a une question. Je vous lance le quiz. Voilà, qui est quelle est l'énergie ou sont les énergies alors, en voie de disparition à l'horizon 2030. Alors là, je vois il y a un choix unique, hein, mais on aurait dû mettre un choix multiple parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Hein. C'est ça. Allez, tout le monde clique. Je vous laisse cliquer. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Voilà. Là, tout le monde n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'il en est alors? Au moins, le message sur la disparition du fioul est bien passé. Donc, c'est vrai que c'est l'énergie qui va disparaître. Bien que je mettrai un petit bémol tout à l'heure. Le gaz, c'est vrai qu'il y a des annonces du gouvernement, mais là aussi, j'essaierai d'éclairer l'auditoire sur l'avenir du gaz. Alors justement, la seconde slide, il faut appuyer sur la barre d'espace hein, si ça ne reprend pas. Et là. Voilà. Donc la réponse, c'est bien entendu le fioul. Néanmoins, c'est ce que nous dit le projet de décret ministériel, qu'à l'horizon même 2022, le fioul doit disparaître, mais on est un peu en retard par rapport à ce projet. Mais c'est un petit peu en contradiction avec ce qui se passe actuellement, en ce sens que les pétroliers travaillent énormément sur le biocarburant. On le retrouve d'ailleurs, le biocarburant, dans les stations-service. Et c'est vrai que les pétroliers manifestent leur désir de poursuivre ces installations, mais en tout cas, ils développent un produit beaucoup plus respectueux de l'environnement que ne l'est actuellement le fioul. Mais en tout cas, la volonté des villes, c'est de faire disparaître le fioul. Quant au gaz, je m'aperçois qu'il y a une petite coquille sur le texte. Quant au gaz, le gaz va être maintenu malgré les annonces faites par Madame Pompilou, la ministre, et le gaz va être maintenu. Alors c'est vrai qu'on le réforme dans des opérations neuves de construction, mais néanmoins, il faut savoir que GRDF fait un gros travail sur la méthanisation. À ce jour, plus de 300 centrales sont déjà opérationnelles et ils envisagent à l'horizon 2050 1200 centrales. En tout cas, ils ont vraiment une volonté de faire circuler un gaz qui aura deux particularités. La première, c'est d'être compatible avec les installations nouvellement rénovées. Et la deuxième particularité, c'est l'émission de carbone, de CO dans l'atmosphère, qui fait qu'on sera beaucoup plus performant que l'électricité en elle-même. Quant à l'électricité, comme vous le savez tous, le gouvernement a relancé le programme nucléaire. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui,
on n'est pas en capacité de fournir de l'électricité, surtout avec la mobilité, les véhicules. Donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité de produire assez d'électricité pour répondre à tous les besoins. Donc c'est pourquoi la notion du gaz peut être évoquée et soutenue, et je dirais même, c'est même une énergie d'avenir. Alors aujourd'hui, pour faire un petit rappel sur les productions de chauffage aujourd'hui dans les immeubles parisiens ou de proche couronne, bien évidemment, on a 4 modes opératoires. Le fioul, mais qui tend à disparaître, le gaz, on en a parlé, les réseaux de chaleur, c'est-à-dire sur la ville de Paris, la CPCU, qui délivre de la vapeur et qui peut être récupérée et retransformée pour les besoins de l'immeuble, et l'éventualité de pompes à chaleur. Faut reconnaître que sur Paris, c'est pas vraiment les solutions qui sont adoptées, mais néanmoins, en banlieue éloignée, ça peut être une solution. Pompe à chaleur unique pour les installations de chauffage ou en complément d'une installation existante. Elle peut, c'est ce qu'on appelle faire de la relève, c'est-à-dire que quand l'électricité est pas chère, on tourne sur les pompes à chaleur, et quand l'électricité devient chère en hiver, on tourne sur le chauffage gaz éventuellement. Donc voilà comment se fait la production de chauffage. Les distributions de chauffage, j'insiste sur ces 2 termes, c'est très important. Pourquoi ? Parce que quand on parle de rénovation de chaufferie, on ne parle que de la production. Le réseau de chauffage, lui, il est constitué de réseaux de radiateurs, de panneaux de sol, de ventiloconvecteurs. Ça, c'est autre chose, c'est la distribution, c'est le chauffage qu'on produit, on va le véhiculer dans les installations pour assurer une température ambiante correcte et confortable pour chaque occupant. Donc la distribution est régulée en fonction de la température extérieure par une vanne de réglage et une régulation automatique. Vous avez aussi dans certains immeubles, pas tous, la production de l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire est produite de 3 façons, soit par des ballons réchauffeurs, soit par des échangeurs instantanés, soit par des échangeurs semi-instantanés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, peut-être certains vont dire, oui, mais le ballon électrique. Oui, aussi, le ballon électrique peut produire. Alors, c'est du ballon à accumulation. Mais là, je vous parle dans une conception de chaufferie. En règle générale, la production d'eau chaude sanitaire est associée à la production de chauffage. Le ballon réchauffeur, c'est donc un stockage d'eau. À l'intérieur du ballon, vous avez un serpentin. Ce ballon va mettre un certain temps pour se réchauffer. Et que l'immeuble soit habité ou peu habité, ou voire pas du tout habité, vous réchauffez toujours une certaine quantité d'eau que vous maintenez à température. Donc au niveau économie, ce n'est pas ce qu'il y a de formidable. L'échangeur semi-instantané, il est constitué d'un échangeur à plaques qui produit de l'eau chaude très rapidement. Cette eau chaude est stockée ensuite dans un ballon type sanitaire qui va répondre surtout aux attentes de puisage immédiates. Par exemple, un dimanche matin, quand tous les occupants sont dans l'immeuble, chacun va prendre son bain ou sa douche en même temps. Cette capacité tampon va permettre, si vous voulez, d'assurer la demande très rapide d'eau chaude sanitaire pour les occupants. Et l'échangeur instantané, lui, va fournir l'eau chaude nécessaire à tous les occupants. Alors, c'est un appareil qui sera très énergivore, qui nécessite une puissance de chaudière ou d'échangeur très important pour pouvoir pallier aux demandes ponctuelles de l'eau chaude. En tout cas, vous avez donc 3 modes opératoires qui doivent assurer une eau chaude sanitaire comprise entre 55 et 58 degrés selon les textes en vigueur. Sachez qu'une eau chauffée à plus de 60 degrés va être entartrante et par conséquent, elle va nécessiter des points
de puisage bloqué parce que le tartre va se misser dans les canalisations, va obturer les filtres, etc. Enfin, vous connaissez, hein, c'est du quotidien, vous connaissez la situation quand l'eau est très entartrée. Donc voilà un petit peu la conception d'une chaufferie en Île-de-France. Donc vous voyez bien les différents, la chaudière, la production, la distribution ici vers le réseau de chauffage et ici la production d'eau chaude sanitaire. Une petite réflexion sur la consommation chauffage des immeubles en fonction de leur âge de construction. Vous remarquerez que l'immeuble des années haussmanniennes, hein, d'époque haussmannienne, consomme pas beaucoup par rapport aux immeubles de l'après-guerre. Hein, on est à 150 kWh du mètre carré, alors que dans les années 70, on est à 180 kWh du mètre carré. Bon, bien entendu, la première crise du pétrole a fait qu'on a commencé à se pencher sur l'isolation et des matériaux plus performants pour baisser la quantité, les déperditions, la consommation de chauffage. Bien entendu, nos objectifs sont importants de nos jours. D'ailleurs, la RT 2012 a pour objectif 50 kWh du mètre carré et la RT 2020 a pour objectif des bâtiments à énergie positive. Là, on parle d'immeubles neufs, bien évidemment. On ne peut pas rendre un immeuble ancien à 50 kWh du mètre carré, même si on essaie de faire quand même une approche importante pour abaisser les consommations, puisque l'énergie va coûter de plus en plus cher, hein, même si on se focalise sur le prix du gaz, mais il faut savoir quand même que le prix de l'électricité est en augmentation également. Selon l'association Énergie et Avenir, je vous ai mis en image 4 typologies de logements en fonction des dates de construction. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'avant la première crise du pétrole, on a une consommation, hein, c'est la barre bleue du diagramme, on a une consommation forte, et le fait de rénover la chaufferie permet de diminuer quasiment de moitié l'énergie primaire. Pourquoi ? Parce que le matériel est performant et on va vraiment optimiser sur la production en elle-même. On retrouve grosso modo ces mêmes performances dans les autres typologies d'immeubles, ce qui nous montre ici que rénover sa chaufferie est déjà un point crucial pour abaisser les consommations énergétiques. Vous avez dans ce diagramme la barre orange qui vous dit un petit peu nos consommations d'énergie primaire. S'entend, le gaz est une énergie primaire, l'électricité est une énergie finale, parce qu'il nous faut d'autres énergies pour produire de l'électricité, bien évidemment. C'est le nucléaire, c'est le charbon, c'est le fuel lourd, mais il n'y en a plus beaucoup de centrales à fuel lourd, et c'est le gaz. Donc, l'énergie électrique est l'énergie finale et pas primaire. Et donc, vous voyez que rénover une chaufferie, hein, je réitère les propos, c'est cette barre orange qui montre qu'on abaisse fortement l'énergie, le coût de l'énergie. Et ça, c'est un point important, donc à ne pas négliger, bien évidemment, et ça incite, on a parlé de rénovation globale, ça incite à rénover vos chaufferies. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, et je l'ai synthétisé dans cette diapositive. Rénover votre système de production est déjà en soi une économie. Viendront s'ajouter derrière l'équilibrage de votre installation qui va permettre là aussi de mieux répartir la chauffe sur l'ensemble de votre bâtiment. Alors, il y a deux types d'équilibrage. Il y a un équilibrage qu'on appelle vertical, c'est-à-dire ce sont les vannes de pied de colonne qui sont réglables et qui vont permettre de diffuser, de répartir de façon uniforme sur toutes les colonnes le chauffage. Et puis, il y a aussi l'équilibrage dit horizontal. Alors, celui-ci se pratique un petit peu moins. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé d'équiper les radiateurs d'organes de réglage
T ou coût de réglage. Et bien entendu, on ne peut réaliser cet équilibrage que si tous les radiateurs sont équipés de cet organe. Or, cet organe est une dépense privative et donc sensibiliser tout le monde sur cet aspect est parfois complexe. Alors, je sais que certains syndics ont pris en charge cette dépense et ensuite la répartissent par copropriétaire. Voilà déjà une première opportunité qui permet d'améliorer, d'économiser les coûts énergétiques. Et puis, il y a un autre aspect, et ça, c'est une nouveauté, comme l'avait dit M. Faure, c'est que c'est la connectivité. La connectivité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de rendre visible votre installation depuis à distance sur une page web. Je vais revenir un petit peu sur ce point juste après. On va en fait surveiller l'installation à distance. On va peut-être même organiser des réglages à distance en temps réel. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le fait d'améliorer votre chaufferie, de la rénover, d'être sensibilisé à la diminution du coût énergétique, on entraîne d'autres incidences positives. On entraîne l'abaissement des émissions carbone, bien évidemment. On réduit les gaz à effet de serre et on développe les énergies vertes puisque s'il y a de la demande, bien, tous ceux qui produisent de l'énergie vont fournir une énergie verte. Le biogaz est une solution. Les biocarburants pour le milieu rural en sera une également. Voilà. Et l'électricité, on essaye aussi de produire avec des outils qui répondent à l'attente sur l'environnement. Maintenant, je reviens sur la connectivité. Comme vous le voyez sur ce schéma pris sur une page web, vous avez la même configuration que le schéma de principe que nous avons évoqué tout à l'heure. Et là, sur ce schéma, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a la température extérieure ici. On constate qu'il y a les températures de départ. Mais là, le chauffage est à l'arrêt. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas ni de voyant vert ni de voyant rouge sur les pompes de circulation. Vous avez ici votre production qui, elle, produit, voilà, on a une chaleur de 69 degrés au départ. On amène ici sur une production d'eau chaude et on a des températures voilà, de 56,9 de température d'eau chaude. La consigne, parce qu'il y a toujours des consignes, elles sont mises dans les carrés violets que vous avez ici. Donc, le fait de voir cela nous permet de voir si on fonctionne. Et vous voyez ici, on a deux pompes qui sont en triangle vert, donc elles sont en fonctionnement. Si le triangle était orange, c'est qu'il y a une avarie sur la pompe. S'il était rouge, c'est que la pompe est en arrêt. Le fait d'être connecté nous permet de voir cela à distance. Et nous sommes prévenus en temps réel, parce que quand une température n'est pas atteinte, eh bien tout de suite la sonde nous alerte le technicien sur son smartphone, alerte les bureaux, et derrière ça, eh bien, le technicien regarde sur sa tablette ou sur son PC portable la manipulation qu'il doit faire. Alors, l'avantage d'une chaufferie connectée, comme je vous l'ai dit, c'est l'anticipation des pannes, c'est une maintenance ajustée. Pourquoi? Parce que le technicien, chaque matin, il peut checker l'ensemble de ses sites sur son PC et voir s'il y a un dysfonctionnement ou pas. S'il y a, par exemple, une avarie de production d'eau chaude au moment du tirage, il est en capacité de le voir. Il est aussi en capacité de pouvoir planifier, de programmer ses interventions. Imaginons qu'il ne peut pas agir à distance et qu'il a un matériel qui est en panne. Eh bien, il a la référence du matériel. Il se procure ce matériel et se rend à votre chaufferie pour faire le remplacement qui va bien. Quand on parle d'optimisation, vous savez tous que nous sommes dans une période où, les températures sont très disparates. On va avoir des vagues de froid comme des demi-saisons. On va être
dans le temps un peu humide, un peu frais mais un peu humide. On va aussi avoir des périodes plus chaudes. La régulation va faire son travail, bien évidemment, mais il y a peut-être besoin de l'optimiser. Déplacer un technicien, c'est complexe, parce que le stationnement, la circulation, enfin, c'est toujours complexe, ça prend du temps, ça prend du retard, et ça ne satisfait personne. Donc l'idée, c'est de rendre le système gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur la courbe de régulation si on a une alerte de surchauffe ou si on nous signale qu'il y a surchauffe. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que tout degré, toute réduction d'1 degré ambiant dans les appartements, c'est 7% d'économie d'énergie. Au-delà de 24 degrés ambiants, si on diminuait de 25 à 24, par exemple, eh bien, ça serait 10% d'économie d'énergie. C'est vous dire que l'impact n'est pas anodin. Ensuite, on a ce dernier point, c'est la compréhension du fonctionnement de votre chaufferie. Pourquoi il y a à certains moments la chaudière monte en température? Pourquoi à certains moments on a des dysfonctionnements, soit par des micro-coupures de gaz, soit par des coupures d'électricité, soit par des appareils défaillants. Donc, toute cette anticipation permet d'être beaucoup plus réactif. Le régulateur lui-même est communicant et vous avez aussi la possibilité de mettre des sondes d'ambiance connectées. Alors après, bien sûr, c'est à la copropriété de décider à quel endroit on veut mettre ces sondes pour pouvoir avoir une information réelle à distance. Parce que la notion de chaud et de froid est toujours subjective. Donc, l'idée, c'est de savoir à quelle température on est. Donc, vous voyez que tous les avantages de cette connectivité. C'est quelque chose de nouveau dans l'habitat privé. Sachez que c'est quelque chose qui existe beaucoup dans le milieu industriel ou dans le milieu tertiaire. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation des chaufferies. J'espère avoir été clair, exhaustif. En tout cas, je serai heureux de répondre à vos questions dans la salle à la fin de ce webinaire. Voilà, merci beaucoup Giovanni pour cette présentation très claire. Effectivement, dans ces périodes, on voit ces fluctuations de température et on voit ces derniers jours, en tout cas en région parisienne, et la nécessité d'optimiser tout ça. Il y avait une question il y a deux questions. Peut-on rendre intelligent un équipement existant qui ne l'est pas? C'est-à-dire que, autrement dit, j'ai une chaufferie un peu ancienne. Est-ce que je peux l'équiper avec des systèmes de pilotage sans avoir besoin de tout changer? Alors, la piloter, pas toujours possible. Mais avoir les informations, oui, c'est tout à fait possible en mettant quelques sondes appropriées à des endroits précis et on peut rendre très vite connecter cette chaufferie. Après, bien sûr, intervenir sur des matériels à distance nécessite du matériel plus récent, plus moderne. Oui, du matériel, effectivement, qu'il y a des moteurs qui sont intégrés, j'imagine, des automatismes qui sont intégrés dans le matériel. Oui, mais on peut déjà avoir une première étape de meilleure compréhension des enjeux. Il y a une autre question, est-ce que l'installation connectée fonctionne-t-elle dans un local sans réseau? Faut-il une box Internet? Alors, justement, on a pallié à ce problème-là en mettant un module connecté par 4G. C'est l'avantage du système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de ligne ADSL, il n'y a pas besoin d'un abonnement spécifique pour la chaufferie. C'est mieux parce que le filaire est toujours plus performant que le Wi-Fi. Mais en tout cas, nous, on a la solution pour une correspondance à distance par carte 4G. On peut, même si la chaufferie est au 3e sous-sol, par exemple, ce qui peut arriver, eh bien, grâce à des modules intermédiaires, on peut reporter l'information très facilement. Une dernière question de spectateur anonyme, mais la question n'est pas anonyme, c'est qui doit établir la courbe de chauffe? Comment se construit-elle? Alors, la courbe de chauffe, elle est établie déjà par le technicien, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que pour -5 extérieur, il nous faut une eau de chauffage à 70, 75 degrés, voire plus en fonction de certains bâtiments. Et pour +15, on va avoir une eau à 20 degrés. Donc, on crée une droite qui est rentrée dans le régulateur et qui va
automatiquement, puisque vous avez une sonde extérieure et une sonde de départ, qui va faire l'analogie des deux sondes et va donner le chauffage qui convient. La modification de cette courbe de température, c'est bien entendu le conseil syndical qui décide s'il faut augmenter ou abaisser. Ensuite, le syndic va faire le report d'informations auprès de l'installateur. Ouais. Est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les chaufferies, alors ça c'est une question plus personnelle, est-ce qu'on voit dans les chaufferies tout le monde qui se met, c'est 19 degrés qui aujourd'hui, C'est la loi. c'est la loi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une tendance à vouloir un peu plus que 19 degrés parce que 19 degrés si c'est pas très chaud quand on n'est pas actif, hein, quand on bouge pas, c'est pas énorme. S'il faut répondre franchement, j'ai aucun immeuble à 19 Ouais, degrés. ouais, Maintenant, moi, ce que je veux sensibiliser, c'est que il ne faut pas s'étonner en fin d'année d'avoir une note d'énergie élevée si on demande 22 ou 23 degrés ambiants, par exemple. Donc, ouais. si déjà abaisser de 2 à 3 degrés sa température, bah, c'est déjà, comme j'ai dit, 7% d'économie par degré. Oui, ça fait 20, Ça peut 25%. représenter une belle économie. Après, bah, je dirais, alors c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais il faut faire un peu d'humour dans ce milieu. C'est vrai qu'on a aboli ces derniers temps le port d'un pull, d'un sweat dans nos appartements. Bon, bah, il faut peut-être revenir un petit peu à ça, ou alors des petits convecteurs électriques complémentaires. C'est vrai que ça génère une surconsommation d'énergie personnelle, mais en tout cas, sur le milieu collectif, il faudra quand même s'habituer à 20, 21 maximum de degrés ambiants. Ouais, oui, donc il va falloir réduire. Mais effectivement, il y a un meilleur confort aussi. Ce qui se passe, Giovanni, c'est, tu le sais bien, c'est que quand on a des immeubles qui sont pas isolés, donc avec des parois froides, on a une sensation de froid Bien sûr. qui est beaucoup plus importante, même y compris à 21. Hein. Oui, Alors qu'on oui, est bien dans un sûr. immeuble isolé, on n'a pas cette sensation froide. Donc il faut faire des rénovations globales et diminuer la température parce que du coup Exactement. on a plus ces sensations de parois froides. Merci beaucoup, Giovanni, pour Et je t'en prie. cette présentation. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous sur toute cette année.